Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Citation. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Marcel Proust. Dédicace à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette recherche. Qu'ils soient présents ou disparus. Merci. Introduction. Depuis les voyageurs grecs du 5e siècle av. J.C. jusqu'à aujourd'hui, voyager et raconter ses voyages a toujours été ressenti comme un besoin impérieux. Avec le romantisme au XIXe siècle, la littérature de voyage se met à foisonner, récits, lettres, poèmes, en réponse à une société en crise et d'autant plus avide d'évasion. Dans ce voyage par procuration, le lecteur s'identifie au narrateur et s'enrichit de son expérience à la recherche d'exotisme, et en orientant ainsi le regard du lecteur vers cet ailleurs littéraire, le récit de voyage renouvelle le regard qu'il porte sur lui-même. Il s'emploie à la construction d'un monde fictif, que le lecteur ne côtoiera a priori jamais. En revanche, le guide touristique construit un monde différent que le lecteur s'apprête à visiter et qui relève donc du potentiel. Ainsi, le récit de voyage relate un voyage littéraire alors que le guide tend à décrire un voyage virtuel, encore à accomplir ou en voie d'accomplissement. L'un a essentiellement vocation à apporter de l'imaginaire, l'autre organise la pratique. Cette divergence conduit à des traitements différents du discours. Lorsque l'ailleurs est purement littéraire, imaginaire ou décrit selon l'œil du narrateur, il n'appartient pas au lecteur qui doit accepter le cadre fixé par le locuteur et se l'approprier par sa seule lecture. En revanche, lorsque le voyage devient réalisable, les enjeux sont tout autres. De simple lecteur, le lecteur devient lecteur touriste, acteur de son propre voyage. Le guide touristique doit prendre en compte cette interaction de l'allocutaire et pour cela, nous le verrons, pour un discours relativement conventionnel et à certains égards, stéréotypé. Il en dépasse le contenu purement descriptif ou informatif, car il ne peut se contenter d'être une simple description d'un paysage à découvrir, plus ou moins lointain. Il doit aider à ouvrir de nouveaux yeux sur cet ailleurs, sans pour autant trop dépayser le destinataire. En parlant de l'autre, il parle finalement de lui-même au lecteur. Peut-être plus qu'un autre texte, parce qu'il s'ancre dans une certaine quotidienneté, il est une passerelle qui mène de l'autre vers soi. Pour travailler cette problématique d'un point de vue discursif, nous avons choisi de travailler sur un corpus constitué de deux guides des plus connus, le guide du Routard et le guide Gallimard consacrés au Cambodge et à la Bretagne. Ces destinations ont été choisies pour ce qu'elles évoquent d'emblée chez le lecteur. Le premier guide, en situation extraculturelle, notamment avec ses temples d'Angkor, est un pays dont la redécouverte va de pair avec son passé commun avec la France et le deuxième est l'archétype même des vacances au bord de mer pour les Français, plutôt en situation intraculturelle donc. Ces situations interculturelles placent le lecteur dans un univers inconnu, ou méconnu, dans lequel nombre de ses repères s'estompent. Le guide, dans son discours didactique, se doit alors à la fois de rendre compte, de faire une sélection, de donner envie et de rassurer. Partant d'un savoir partagé, il crée un nouveau cadre. Le guide, en tant que voyageur, ethnologue et pédagogue voit et fait voir le référent nouveau, un lieu le plus souvent à travers le prisme de sa culture et de ses connaissances. À cet égard, le paysage devient un enjeu primordial dans un guide touristique. Il ne s'agit pas seulement du paysage visible, qui suppose une position d'observateur au sens étymologique du terme, mais du paysage perçu, qui lui, est de l'ordre de la représentation, une vue de l'esprit et qui devient parti pris. Le paysage est une apparence et une représentation, un arrangement d'objets visibles perçus par un sujet à travers ses propres filtres, ses propres humeurs, ses propres fins. Il n'est de paysage que perçu. Brunet et Ferrat 1992/374. Contrairement à une idée reçue, le paysage n'existe pas à l'état de nature. Il est une vue de l'esprit, où le caractère essentiel n'est donc pas dans le regard porté sur le pays, mais dans l'assemblage d'éléments disjoints et informes que le regard, c'est-à-dire en fait l'esprit, réunit dans un ensemble signifiant à partir de présupposés culturels et linguistiques. Non seulement le paysage est une construction mentale mais il est préconstruit avant même d'être vu. Chenet 1992/87, le paysage comme parti pris.
En France, depuis Paul Vidal de la Blache à la fin du XIXe siècle, les géographes ont ainsi associé la représentation territorialisée d'un environnement situé géographiquement à des valeurs culturelles, marquées par les groupes sociaux avec lesquels elles interagissent. Le paysage n'est pas conçu comme un objet en soi, mais resitué dans la réflexion sur les interrelations entre les sociétés et l'espace qu'elles habitent, et je prends habiter au sens le plus riche du terme. En effet, tout groupe social construit un ensemble de relations avec son espace, relations à la fois matérielles et idéales, voire symboliques. Dénomination des lieux, des itinéraires ou types d'espace, évaluation des lieux à partir de critères esthétiques, affectifs, attribution de caractère sacré, festif ou encore conflictuel. Pour simplifier outrageusement, on peut dire que 3 grands types de valeurs sont attribuées au paysage. La valeur marchande, quand le paysage est évalué et monnayé par des professionnels du tourisme ou ajouté à la valeur d'une maison. La valeur patrimoniale, qui hausse le paysage au-dessus de ses considérations pécuniaires en faire un bien collectif à transmettre, et la valeur identitaire. Segar 1999 sur 23-34. Le paysage perçu et représenté s'avère alors un espace identitaire qui se codifie selon les références culturelles qui le sous-tendent. En effet, les paysages sont perçus pour leurs aspects naturels, leurs sites naturels remarquables, mais aussi pour les aménagements humains, les formes de mise en valeur, agriculture dans les espaces ruraux, mais aussi urbains. Les choix qui sont faits sont fortement culturels si bien qu'un paysage fonde l'unicité ou la spécificité d'un groupe. On se représente un environnement comme étant constitutif d'un territoire, c'est-à-dire un espace approprié par une société humaine, et aménagé pour répondre aux besoins spécifiques de cette société. Cet environnement finit donc par traduire les exigences de la société qui occupe un territoire, et la maîtrise de ce territoire et de l'image donnée d'un espace fait partie de l'aménagement. Comme le souligne la géographe Françoise Chenet, il devient ainsi un espace de pouvoir et d'autorité pour celui qui le définit ou le délimite et l'inscrit dès lors dans ce système de référence. En inscrivant le paysage dans un système de références culturelles et autres, il donne au lieu sa valeur et son sens et par le seul fait qu'il le dit, l'énonce ou le représente, il le produit. Le paysage est fondamentalement performatif. Dire l'espace, c'est le faire, Chenet 1992 sur 91. Ce rapport entre le dire et le faire, en particulier dans l'appréhension de l'espace, révèle que le discours des guides touristiques est le réceptacle d'une stratégie discursive qui le met en présence de 2 instances extratextuelles. L'auteur et le lecteur, de Mulder, Schwerewegen, Tasmowski 1992 sur 49. La spécificité de cette stratégie est de se diviser en 2 objectifs, faire savoir et faire faire, Mourlon-Daly 1995, autrement dit, donner du contenu informatif tout en impulsant une action chez l'autre. Ce système de référence induit par l'autorité de celui qui énonce, repose donc sur une dimension interlocutive à laquelle vient se superposer une dimension plus centripète, en ce sens qu'elle se tourne vers son centre, sa source énonciative. Une autre dialectique transcende également le discours, c'est la dialectique du sujet de conscience, ou focalisateur, ou encore énonciateur pour Ducrot, à l'origine des perceptions et la référenciation de ces perceptions, et donc il n'existe pas de perception qui se limite à la saisie des objets sans rien nous dire du sujet percevant au niveau de l'expression linguistique, Mourlon-Daly 1995 sur 14. C'est ce que Alain Rabatel appelle l'effet point de vue, Rabatel 1998 sur 9. Cet effet point de vue est construit textuellement par une structure virtuelle du point de vue, un faisceau de marques dont les critères reposent, dans un ensemble de traits qui concernent les relations entre un sujet focalisateur à l'origine du procès de perception et un objet focalisé. Autrement dit, le mode de donation macrostructurel ou microstructurel du référent, un paysage, une recette, une digression historique, etc. Les caractéristiques de sa référenciation, sa progression textuelle, sont des indices qui permettent de remonter au repérage de la source énonciative en pointant les marques d'inscription du locuteur dans le discours. Précisons dès à présent ce que nous entendrons par locuteur et énonciateur. Dans la continuité d'Oswald Ducrot, nous reprendrons la catégorisation de Rabatel, selon laquelle le locuteur est l'instance à l'origine du discours, qui profère un énoncé dans ses dimensions phonétiques et fatiques ou scripturales,
selon un repérage déictique ou selon un repérage indépendant d'ego, ik et nunc, et qui prend en charge les contenus propositionnels qui émaillent son discours, ou qui imputent des points de vue à d'autres sources, qui sont soit des locuteurs seconds, soit des énonciateurs seconds qui sont source d'un point de vue, PDV, sans l'avoir proféré. Ainsi, l'énonciateur a un statut intradiscursif spécifique, il est l'instance. À l'origine d'un point de vue, défini ici comme contenu propositionnel dont le dit, comme le dire, dépendent des choix de référenciation pris en charge par l'énonciateur. Proche du sujet modal de Bali, c'est l'instance des actualisations modales, ce qui signifie qu'elle assume l'énoncé, en un sens nettement moins abstrait que la prise en charge découlant de l'ancrage déictique. Ainsi, un énoncé monologique est proféré et assumé par un locuteur et un énonciateur en syncrétisme. Un énoncé dialogique, en revanche, peut comporter plus d'énonciateurs que de locuteurs. Bref, si tout locuteur est énonciateur, tout énonciateur n'est pas nécessairement locuteur. Rabatel 2004c, 8-10. Nous nous fonderons sur cette distinction pour l'étude de ces marques discursives d'inscription du locuteur qui nous servira à comparer des textes dont le contenu référentiel est sensiblement le même, et nous y aborderons les points de vue qui s'y investissent tour à tour, les modes de prise en charge. De surcroît, nous tenterons d'établir que cette source énonciative est loin d'être une donnée constante et homogène, qu'elle varie au fil du discours. Il s'agira alors de l'identifier dans chaque séquence pour analyser ensuite ses modalités d'inscription dans l'énoncé et ses éventuelles modulations énonciatives, passage du discours objectif au discours subjectif, ou inversement, de telle forme à telle autre de subjectivité discursive. Kerbrat Orecchioni 1999/186. Par cette subjectivité inhérente, l'énonciateur se pose en véritable garant de l'énonciation, pas seulement un garant discursif, mais un garant doté d'une voix, d'un corps, et qui finit par prendre une dimension d'éthos fondamentale. L'instance subjective qui se manifeste à travers le discours ne s'y laisse pas concevoir seulement comme statut ou rôle, mais comme voix, et au-delà comme corps énonçant. Tout discours écrit, même s'il la dénie, possède une vocalité spécifique qui permet de le rapporter à une source énonciative, à travers un ton qui atteste ce qui est dit. Le terme de ton présente l'avantage de valoir aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Cette détermination de la vocalité implique une détermination du corps de l'énonciateur. Mingno 1999/78 et 76. Ces indices nous permettront de mettre en lumière l'image que le locuteur projette dans son discours, ses enjeux et ses effets. Nous verrons que même s'il n'est pas foncièrement donné comme argumentatif, le discours des guides de voyage s'inscrit pleinement dans un rapport dynamique à l'autre et n'en reste donc pas moins une extraordinaire mise en scène de la parole. Le point de vue, considéré sous l'éclairage plus large de l'éthos, pourra alors mettre à jour les stratégies pragmatiques de chaque guide. En nous fondant sur ce principe que l'énonciation n'est pas un acte solitaire, il nous faudra par ce biais nous arrêter sur ce rapport au lecteur. Or, si comme le suggère Umberto Eco, l'instance énonciatrice apparaît presque comme une stratégie textuelle, elle construit dans et par l'énonciation une instance destinataire et interprétante, un lecteur modèle. L'intervention d'un sujet locuteur est complémentaire à l'activation d'un lecteur modèle, dont le profil intellectuel n'est déterminé que par le type d'opérations interprétatives qu'il est censé accomplir. Son lecteur modèle, il se le construit en choisissant les degrés de difficulté linguistique, la richesse des références et en insérant dans le texte des clés, des renvois, des possibilités, même variables, de lecture croisée. Il est cet opérateur capable de mettre en acte dans le temps le plus grand nombre possible de lectures croisées. Eco 1979/72. Locuteur et lecteur se trouvent ainsi actants complémentaires d'un système qui les pousse l'un vers l'autre. Le locuteur modèle son lecteur mais se façonne aussi lui-même selon ce lecteur. Dans une sorte de dialectique symbiotique. Pour prendre en compte ce lecteur modèle, le locuteur doit prendre en compte des éléments infradiscursifs auxquels ils sont tous deux soumis. D'un côté le contexte social et culturel, de l'autre le genre textuel et la routine installée. Pour répondre ensuite à ce lecteur modèle, il doit tenir compte des conditions de lecture et d'interprétation propres au discours des guides touristiques. Soit le lecteur est statique, il prépare son voyage, visée prospective, ou il revient sur son voyage, visée rétroactive, actualisant ainsi le discours uniquement par sa lecture,
soit il est dynamique, sur place, sur le site dont il lit la description, voit ce qu'il lit, actualisant le discours par sa lecture aussi bien que par ses actes. Nous nommerons le premier lecteur, le lecteur statique, lecteur sédentaire, au sens étymologique de CDO, je suis assis, et le deuxième le lecteur à la dimension dynamique, lecteur ambulant. Cette dualité a bien entendu des incidences sur le discours, notamment sur la deixis, puisque le lecteur sédentaire déclenchera un pan de discours désembrayé tandis que le lecteur ambulant un embrayage plus marqué. C'est cette configuration énonciative que nous nous proposons d'étudier ici dans le discours du guide du Routard et le guide Gallimard, produit dans des situations énonciatives similaires, ce qui assure au corpus une homogénéité nécessaire à une approche comparative. Nous nous proposons de faire la part des faits qui relèvent du genre discursif, des faits qui sous-tendent une inscription propre à l'instance énonciative et une appréhension particulière de l'autre pour chacun des guides. Il s'agira par conséquent d'essayer de discerner en quoi chaque énonciateur s'insère dans un contexte global, reconnu en même temps qu'il met en œuvre sa spécificité, autrement dit, en quoi il relève à la fois du général et du particulier. Dans la première partie, il s'agira de mettre en évidence les conditions de production, le soubassement de l'acte d'énonciation, c'est-à-dire les fondations mêmes de l'architecture énonciative. Nous mettrons en évidence les contraintes auxquelles se soumet la matérialité textuelle du discours des guides touristiques, d'abord comme une production située, évolutive, selon des perspectives temporelles, sociales et discursives. Nous montrerons qu'une approche discursive des textes se révèle le miroir d'un ancrage énonciatif plus profond et plus diffus de la relation de soi au monde, et de soi à l'autre. Le discours sera considéré comme une mise en scène de la parole, selon un cadre qu'il nous faudra préciser grâce à un triple éclairage, celui de la scène englobante, celui de la scène générique et enfin celui de la scénographie mise en place, qui procède finalement à une triple interpellation du lecteur et qui le rapproche à certains égards des discours médiatiques. Dans la deuxième partie, nous verrons ensuite que cette mise en scène de la parole s'avère plutôt une mise en scène d'une parole, celle d'un être de discours, qui n'a d'autre réalité que celle du discours qui le construit. À travers quelques textes choisis dans les deux guides de voyage, classés selon une typologie des modes de prise en charge énonciative, plan d'interaction, plan modal et plan référentiel, Rabatel 2005, il s'agira de mettre en évidence la prégnance de certains éléments dans la construction discursive de l'éthos de l'énonciateur et par là même l'image qu'il se forge de son lecteur. L'identité interlocutive du touriste destinataire et identité de nature stéréotypique de la destination décrite. La relation énonciative locuteur-lecteur se fonde sur des représentations induites et répond à une visée didactique dont l'ancrage est foncièrement socioculturel. Comme le résume Patrick Charaudot. On dira que la mécanique des représentations sociales engendre à travers la production de discours, des savoirs qui se structurent en savoirs de connaissance et savoirs de croyance, lesquels se configurent à leur tour en types de savoirs. C'est à partir de ces types de savoirs, et toujours par le biais de la production discursive que s'organisent des systèmes de pensée selon des principes de cohérence qui en font des théories, des doctrines ou des opinions. Ce processus de construction du savoir de croyance donne lieu à deux types de savoirs, le savoir de révélation, le savoir d'opinion, Charaudot 2007, page 42 et suives. Cette démarche inhérente au genre du discours touristique institue alors un savoir partagé qui peut instituer dès lors une communauté discursive ou de parole. La nécessité de transmettre du contenu informatif tout en gardant l'attention du lecteur s'inscrit ainsi dans un dispositif communicationnel spécifique. Au cœur de ce savoir partagé, les représentations socioculturelles infèrent dans le discours et le font entrer dans la sphère du champ social dans lequel la question des pratiques discursives environnantes joue un rôle clé. Nous verrons que le discours des guides touristiques est fortement ritualisé, par la situation même de sa production, les besoins et les contraintes de son époque en font un discours très perméable aux pratiques extradiscursives. En effet, de nos jours, les moyens de communication modernes ont fait de l'information à caractère touristique une information pluricanale. Elle se retrouve dans les guides, sur Internet, dans la presse magazine ou à la télévision. En fin de partie, le passage en revue des rubriques de tourisme de quelques magazines révélera ainsi le double mouvement à la fois de dissémination et de contamination, tant du contenu que de l'énonciation des discours des guides,
ce qui nous permettra d'esquisser le lien entre ces représentations et l'interdiscours des guides touristiques, en mettant de ce fait l'accent sur la valeur institutionnelle du genre. Notre étude s'attachera à l'ancrage socioculturel qui marque le discours et mettra en parallèle l'éthos, la représentation du lecteur et les représentations communes, en rendant compte des constructions identitaires du discours des guides touristiques, grâce à un système complexe de représentation mutuelle. Au passage, nous tâcherons d'approfondir le rôle de l'interdiscursivité dans le transfert interculturel que ces discours supposent, bien souvent calés entre stéréotypes et effets d'exotisme. Dans cette perspective, la représentation et la création de l'espace touristique comme celle d'une gastronomie typique feront particulièrement l'objet de notre attention. À cet égard, en s'intéressant aux pratiques communicationnelles exogènes, le 3e chapitre fera donc du guide touristique un discours particulièrement propice à la connexion entre production discursive et champ social. Or, cette démarche constitue les fondements mêmes de l'analyse du discours. Appréhender le discours comme une intrication d'un texte et d'un lieu social, comme l'a défini Dominique Mingnaud, l'objet est finalement ce qu'il est nous à travers un dispositif d'énonciation spécifique qui relève du verbal et de l'institutionnel, Mingnaud 2005/66. Il s'agira par conséquent d'établir comment ces discours peuvent fonctionner non seulement comme système d'explication d'un référent mais également comme système d'explicitation de soi, à travers une énonciation qui s'appuie sur des finalités pragmatiques et sur un environnement contextuel fortement imprégné de représentations socioculturelles, qu'elle contribue en retour à conforter ou à transformer. Cette approche d'ordre sociodiscursif ne se limitera pas à l'étude de corpus, mais prendra également en compte le terrain, la configuration et divers éléments contextuels des énoncés puisque, comme le fait remarquer Jacques Guillaumeau, l'activité langagière apparaît alors immédiatement sociale. À l'isomorphisme langue-discours succède une unité dialectique entre le linguistique et l'extralinguistique, un isomorphisme entre le discours et les pratiques sociales, Guillaumeau 2002. Ainsi, à l'instar de l'analyse du discours qui s'alimente de disciplines connexes issues des sciences humaines, notre étude s'appuiera sur une méthode d'analyse de la linguistique textuelle mais mobilisera également d'autres ressources comme celles de la sociologie, de la géographie, de l'anthropologie ou l'histoire. Elle se fixe pour objectif de placer le discours des guides touristiques entre textualité des guides et contextualité de la sphère touristique. De ce fait, il devient malaisé de parler de discours touristique, tant cette désignation recouvre des réalités socio-discursives différentes. Les guides de voyage, les publicités pour le tourisme, les encarts touristiques dans la presse ou les brochures touristiques renvoient à autant de pratiques sociales différentes et présentent donc une variété de formats à laquelle correspondent des soubassements pragmatiques distincts. Accompagner et adopter un aspect d'usuel pour les guides, promouvoir et inciter pour les autres. En ce qui nous concerne, nous aurons pour cette raison plus volontiers recours à la désignation de discours dans les guides touristiques, et nous nous démarquerons par ce biais de la littérature secondaire sur le discours touristique au sens large étudié jusque-là de manière cloisonnée selon les disciplines. En effet, depuis plusieurs décennies, beaucoup d'analystes se sont intéressés à la question du tourisme et ont proposé de nombreuses analyses littéraires. Jean-Marc Maurat, 1992 et 1998, sociologiques, économiques, géographiques ou historiques, comme Marc Boyer, 2007, par exemple, qui permettent d'en évaluer la richesse et la complexité. Mais leur intérêt se portait essentiellement sur les pratiques touristiques. Or, depuis une dizaine d'années, c'est la communication touristique qui suscite une nouvelle attention car elle soulève des questions plus profondes sur l'identité et de l'altérité, notamment Burger, Good Sauce 2004 sur 133-150. On s'attache à en étudier les niveaux micro- et macrotextuels du discours, la désignation, Guérin, 2001, l'acte définitoire, Rebérol 2004 sur 173-189, le stéréotypage, M. Margarito, J.P. Honoré, etc., et leur relation à l'autre. La notion de stéréotype est incontournable dès qu'on s'occupe d'identité et d'altérité, Margarito 2004 sur 118. L'analyse du dire touristique entre alors dans une démarche plus large de la représentation et de l'inscription du discours dans le fait social dont Herbart, M. Foucault ou P. Bourdieu ont été les pionniers. À cette contextualisation vient se juxtaposer l'analyse sur les formes et les enjeux de la médiation,
que le discours soit médiatique, de presse, journalistique, d'information, ou même publicitaire, confère. J. Monsieur Adam, Monsieur Burger, Pécharodo, S. Moirant. Il s'adresse au plus grand nombre, acquérant dès lors une dimension pragmatique devenue cruciale. Cette réflexion aura par conséquent pour objectif d'apporter un éclairage qui puisse combiner ces différentes démarches complémentaires au sein du discours des guides touristiques. Nous proposons ici une approche discursive de l'identité et de l'altérité, à travers la mise en place d'un système de représentation, en particulier de l'éthos. Par là, en tirant ce trait d'union entre le tourisme, l'agir touristique, le genre qui va poser discursivement les rôles sociaux de chacun et la scène de parole, nous nous efforcerons de montrer sur ces 4 guides touristiques, guide du Routard Bretagne et guide du Routard Cambodge, guide Gallimard Bretagne et guide Gallimard Cambodge, la connexion entre discursif et infradiscursif, entre environnement et textualité, entre énonciation, coénonciation et pragmatique. Partie 1, soubassement, infra-énonciatif. Avant d'étudier le dit, c'est le dire, voire l'avant-dire qui fera l'objet de toute notre attention. En effet, aborder la nature même du discours du guide touristique, ses objectifs, ses contraintes, ses interactants, bref, tous les éléments qui entrent en jeu et interagissent, nous permettra de mettre en exergue le dispositif énonciatif qui constitue la clé de voûte du discours des guides touristiques et sous quelles conditions il peut prendre forme. Ce soubassement constitue le cadre préalable au dire, et relève dans notre étude d'abord plutôt du domaine infra-énonciatif, car il s'agira d'explorer le conditionnement qui sous-tend l'acte d'énonciation dans les guides touristiques, comme dans tout autre discours. Nous nous intéresserons en premier lieu au contexte socio-historique du discours de ces guides. Il sera considéré comme la résultante d'un phénomène touristique plus large et donc soumis à des enjeux et des contraintes qui produisent une mise en discours spécifique. Cette mise en discours répond à une recherche d'adaptation permanente qui finit par interroger la question même du genre des guides touristiques. En effet, nous verrons que le discours touristique est à la fois construit et vecteur, reflet et média des représentations du locuteur aussi bien que de la société. Enfin, la mise en discours du locuteur de chacun des guides sera définie sous l'angle de la scène de parole dans le discours des guides touristiques, à travers la notion essentielle de l'éthos. 1.1. Phénomène touristique et guide de voyage. Les mutations socio-historiques successives ont induit une variété de formes de tourisme, dont le discours dans les guides touristiques est devenu le miroir, codifié selon le moment de son énonciation et de sa réception. Culturellement et historiquement situé, il est donc évolutif, comme l'affirme M. Avanza et G. Laferté. La perception touristique est bien socialement et historiquement positionnée dans une histoire de style discursif sur les territoires et les groupes sociaux, discours à la fois institué et évolutif. Avanza et Laferté 2005 sur 142. Le voyageur-lecteur choisit en effet un guide en fonction de facteurs externes et internes. La durée du séjour, ses capacités financières, son milieu socio-culturel, son tempérament. Par conséquent, si le tourisme représente certes un dialogue entre les peuples, la découverte d'une altérité, il n'en reste pas moins fermement ancré dans l'identité du voyageur et lié à la perception de l'imaginaire collectif et à la connaissance de ses valeurs identitaires. Il s'agit ici d'esquisser une brève diachronie de la conception des pratiques touristiques et de les relier à l'environnement socio-économique et culturel afin de pouvoir d'abord définir le discours des guides touristiques comme une production profondément située, ancrée dans une époque, voire dans un milieu. 1.2. Du voyage au tourisme. 1.2.1. Une diachronie liée au non-travail. Les mutations historiques et économiques de la société sont des facteurs d'évolution déterminants dans la conception du voyage et de la notion même de tourisme. Si l'on se réfère à la diachronie proposée par le géographe P. Cuvelier, 1998 sur 20-27, plusieurs étapes majeures se distinguent, qui ont donné naissance à des écrits descriptifs, parfois prescriptifs, sur les curiosités à voir selon la pensée et l'art de vivre de l'époque. Pendant l'Antiquité, seule l'élite romaine voyage pour son plaisir, dégagée de toute contrainte de travail. Cette pratique de l'otium se conçoit essentiellement dans des villégiatures au bord de mer, qui font apparaître de véritables stations balnéaires sur les bords du Latium et de la Campanie à la fin de la République. La notion de plaisir implique alors la variété et la diversité des moments,
promenades, lectures, bains, conversations, qui donne d'ailleurs à Cicéron l'occasion d'énoncer sa célèbre sentence « C'est grâce à l'otium que la vie vaut la peine d'être vécue ». Sous l'Empire romain, l'essor de l'urbanisation va encore favoriser ces pratiques, et les plus riches commencent à se rendre en Grèce ou en Égypte. Ils utilisent déjà des ouvrages, appelés périégèses, qui leur indiquent et leur présentent les œuvres d'art et les sites incontournables. Plus tard, le Moyen Âge mêle cette idée de déplacement à celle du salut de l'homme, au travers des croisades, des pèlerinages ou de la traversée du désert. Le voyage gagne en profondeur spirituelle et acquiert une dimension mystique. À la Renaissance, il redevient culturel et mercantile. La découverte du Nouveau Monde fait apparaître des écrits qui entretiennent à la fois un rapport avec l'éclosion de la Renaissance et avec la mise en place des politiques mercantilistes centrées sur la recherche de la puissance politique. La pensée renaissantiste se veut humaniste et octroie à chaque déplacement une forte dimension culturelle, de découverte de l'ailleurs, d'ouverture à l'autre. L'étranger est perçu comme une possibilité d'enrichissement et d'ouverture, Montaigne etc. Les voyageurs les plus lettrés commencent à raconter leurs déplacements dans des relations de voyage, journaux et récits, où paysages, peuples, coutumes sont décrits selon des tonalités plus ou moins objectives. Cette littérature va contribuer à rendre célèbres certains itinéraires et sites. Les Artes Peregrinandi vont alors se diffuser, premier guide qui propose aux étrangers des éléments linguistiques, des conseils pour emprunter certaines routes et des précisions concernant les curiosités qu'il est possible d'aller admirer dans les villes. Au XVIIe siècle, les Anglais multiplient les itinéraires de déplacement de ville en ville, d'abord réservés à des étudiants qui cherchent à courir le monde pour mieux le comprendre, puis qui se transforment en mode d'occupation du temps d'une aristocratie internationale en quête de sens. À un objectif culturel, visant la construction harmonieuse de la personne se substituent des motivations où le plaisir et la fièvre de la mobilité deviennent les figures centrales. C'est l'univers du jeu et la jouissance improductive du temps qui structurent le déplacement. Le regard touristique s'est transformé et l'alliance plaisir-mobilité apparaît. Cuvelier 1998 sur 40-41. Dès la fin du XVIIe siècle se répand la mode du grand tour. S'agit pour un jeune homme de l'aristocratie anglaise d'effectuer un voyage initiatique sur le continent, le plus souvent accompagné d'un précepteur. En règle générale, le périple dure de 6 mois à 2 ans et conduit le jeune aristocrate en France, en Italie, aux Pays-Bas et dans les provinces rhénanes. Si jusqu'au XVIIIe siècle, pour la majorité de la population, le temps est inévitablement lié à la nature, au cycle agricole et au calendrier rural des divertissements, la révolution industrielle marque un tournant dans cette conception du quotidien puisque les hommes cherchent à assujettir le temps, dans un souci de productivité et de rentabilisation croissante. De cyclique, le temps devient linéaire, rationalisé, créant dès lors un nouveau modèle de vie structuré autour d'un système dichotomique travail-loisir et organisant la société entre temps de travail et temps de non-travail. L'invention du travail salarié et son corollaire, celle du temps de réalisation de soi, caractérise la modernité selon Pascal Cuvelier, et aboutit à l'émergence du concept de touriste à la fin du XVIIIe siècle. La révolution touristique se réalise alors pendant l'époque moderne. Multiplication des déplacements et attraits nouveaux pour le monde sont les points d'orgue de cette mutation. Le XXe siècle se caractérise par la prise en compte du phénomène touristique comme un enjeu économique majeur et un élément structurant les rythmes de vie individuels et collectifs. L'utilisation du temps libre s'effectue en fonction de plusieurs paramètres. Une technicité accrue. Un gain de temps dû aux nouvelles technologies. Une nouvelle image de l'évasion par le voyage. L'exemple le plus frappant en est la popularisation de l'automobile dans les années 1920 par Ford. Pour une grande partie de la population s'évanouissent alors les contraintes liées au temps et à l'argent. Rappelons l'émergence emblématique des congés payés de 1936. Il s'établit un nouvel ordre social structuré autour du travail, a induit une démocratisation du pouvoir voyager. Celle-ci donne peu à peu naissance à une industrie touristique qui devient un secteur clé du point de vue économique. Cette démocratisation finit par transformer la notion même de voyage.
Il nous semble en effet pertinent de scinder cette histoire en envisageant la démocratisation d'une pratique longtemps réservée à l'élite, comme un moment de rupture, comme une mutation qui va faire du tourisme à la fois un phénomène qui touche la société dans sa globalité, et un secteur d'activité économique important. Cuvelier 1998/39. Le voyage va alors se charger d'autres valeurs, plus axées sur la notion de loisir-divertissement. Si dans une première étape de leur développement, les pratiques touristiques sont soumises au principe de justification et à l'impératif de la moralité, progressivement elles vont se dégager de la gangue morale qui les supportait pour ne se fonder que sur elles-mêmes. La justification par l'hédonisme, la recherche du plaisir personnel, deviendra le principe de légitimité de ces pratiques. Cuvelier 1998/37-40. Avec cette dynamique de déclin historique de la prégnance du travail sur les temps sociaux, Cuvelier 1998/51, naît une nouvelle forme de tourisme, le tourisme de masse, qui entraîne avec lui l'émergence de nouvelles notions, de consommation, de pratiques touristiques. S'instaure alors un nouvel univers de l'individu, qui façonne la conception de l'identité de soi aussi bien que celle de l'ailleurs. On peut admettre qu'il convient d'accorder à l'univers de l'individu une place primordiale dans le processus de consommation. On peut définir l'univers de l'individu comme une vision ou une représentation du monde composée de connaissances, de valeurs et de normes de comportement. Le tourisme pourrait donc être perçu comme un support d'éléments passionnels et personnels, et à ce titre, il ferait rentrer dans les choix de consommation et dans les processus de consommation des facteurs et des éléments en rapport avec ce que nous entendons par univers de l'individu. Nous définirons le concept de pratique comme l'ensemble des actes que l'individu va vivre dans un espace de liberté, en cherchant à y mettre du sens et qui lui font sens. Dans cette optique, la consommation de biens et de services, les relations interpersonnelles, les langages symboliques, les valeurs sont autant d'éléments et de moyens mis à sa disposition pour exprimer son identité. Cuvelier 1998/89. Cet historique succinct montre le parallèle entre la façon de voyager, le rapport au travail et au temps, intrinsèquement liés, autant qu'il révèle l'évolution de la conception de la notion de tourisme. C'est la raison pour laquelle, même s'il constitue une pratique ancienne, le tourisme acquiert au fil des temps et des sociétés, rurales puis urbaines et industrielles, une dimension caractéristique de la modernité dont P. Cuvelier résume le bouleversement par la formule. De la mobilité élitaire aux vacances pour tous, une histoire de l'émergence de la moralité du divertissement, Cuvelier 1998/39. 1.2.2. Synchronie, diversité des façons de voyager. Ainsi, en tant que phénomène culturellement et historiquement situé, le tourisme a développé des types de regards et de sensibilités différentes qui vont converger pour former un regard touristique, codifié dans les guides du début du XXe siècle. Comme le montre M. Avanza et G. Laferté 2005/142. Il distingue trois sortes de regards: le regard contemplatif, le regard ethnographe et le regard artistique. Le regard mondain contemplatif. Il est marqué par une sociabilité bourgeoise vis-à-vis de la société locale, disparaît à mesure de la séparation entre espace social touristique et espace local, faisant du regard touristique un regard extérieur, étranger, contemplatif. Le regard agronome-économiste, pré-ethnographe. Il est soucieux de l'étude des ressources du pays, décline face à l'institutionnalisation de bureaucraties et de statistiques spécialisées dans l'observation des données productives. Le regard touristique gardera tout de même du voyage érudit un goût pré-ethnographique pour le folklore, la cuisine, les costumes ou l'habitat. Le regard artistique. Le voyage artistique façonne le mieux le regard touristique contemporain, privilégiant point de vue et spectacle naturel. L'époque conditionne des regards portés sur l'ailleurs car elle crée des façons de voyager et des modes de tourisme différents. Ces approches du tourisme donnent également lieu à trois portraits types de touristes, distingués dans une étude pour le Secrétariat d'État au tourisme en 2002. Les explorateurs, les bricoleurs et enfin les résignés. Portrait type. Article paru dans www.lemonde.fr, édition du 15-3-02 citant Tourisme, éthique et mondialisation, de Josette Sixic Touriscopie pour le Secrétariat des État au tourisme, mars 2002.
Les explorateurs pratiquent un tourisme exigeant, car ils sont les plus expérimentés et autonomes. Ils sont capables de se fixer des objectifs pour réaliser le voyage de leurs rêves qu'ils associent à l'aventure. Ils bénéficient d'un pouvoir d'achat plutôt élevé et ne représentent qu'à peine 20% des Français. Les bricoleurs pratiquent, eux, un tourisme opportuniste car ils construisent leur séjour au gré des opportunités. Plus nombreux, au moins 60% des Français, ils s'accommodent des offres bon marché, avions soldés, hôtels standardisés, folklore aseptisé, et préfèrent un tourisme composite associant établissements de chaînes, petits troquets et auberges, rencontres avec les populations locales, découvertes individuelles, consommant sur place un certain pittoresque en cherchant le resto typique, le guide local qui les conduit à un site préservé, à L'. Objet unique à rapporter, la petite route qui les emmènera seuls hors des sentiers battus. Ils adaptent à leur façon le vrai et le toc, la sécurité et l'aventure. Enfin, les résignés qui pratiquent pour leur part un tourisme sans âme. Ils représentent 20% des Français qui ont à leur portée des moyens matériels et culturels plus réduits, et se satisfont d'un tourisme standardisé et plutôt bon marché, et qui l'assimilent plutôt à un produit qu'à du voyage. Ils sont financièrement et culturellement les plus démunis. Il existe donc diverses façons de voyager, liées bien souvent à la position socio-économique du voyageur et à laquelle, mécaniquement, vient répondre un large choix de modes de voyage. 1.3. Le guide touristique comme production située. C'est par conséquent au cœur de cet enchevêtrement si culturellement et historiquement marqué que naît le discours des guides touristiques, dont la conception évolue avec les sociétés, des Périégès de l'Antiquité au guide du Routard ou guide découverte Gallimard, en passant par les Artes Peregrinandi du XVIe siècle. À cet égard, il apparaît à la fois comme le reflet d'une image sociale à un moment et en un lieu donné et le porteur de cette image. La construction d'une image sociale n'est bien que la production de discours et de représentations, discours et représentations aux possibles limités, inscrits dans les registres d'entendement d'une époque. Avanza et La Ferté 2005 sur 142. Ainsi, ce discours des guides devient un média incontournable entre les attentes, entendues comme besoins, de ce tourisme de masse et l'ailleurs qu'il se propose de présenter. Mais cet ailleurs même n'est finalement que le fruit d'une représentation imprégnée de l'esprit de son époque. 1.3.1. Essor des guides de voyage. Aujourd'hui, on estime que l'industrie touristique pèse 11,3% du PNB mondial avec plus de 700 millions de personnes, dont 400 millions d'Européens qui partent à la découverte d'un autre pays. De surcroît, le nombre de touristes devrait presque tripler d'ici 2020 puisque l'Organisation mondiale du tourisme ne comptait que 592 millions de déplacements internationaux en 1996 et en prévoit 1 milliard en 2010, 1,6 milliard en 2020. Importante manne financière donc, le développement du tourisme de masse a eu et aura encore de nombreuses conséquences, car il est souvent une source décisive de développement économique, dans les pays du Sud et les pays émergents notamment. Il a favorisé l'émergence de nouveaux acteurs dans le tourisme comme l'Asie du Sud-Est, où 10 millions de Français se rendent, chiffre en constante progression. Il a pourtant été décrié pour ses aspects négatifs, sociaux et environnementaux, à partir des années 1970, d'où l'émergence d'un tourisme dit éthique ou durable, qui représente actuellement moins de 5% du marché mondial. Ces nouvelles dispositions ont favorisé depuis les années 1960 la création de collections de guides touristiques, de plus en plus nombreux au fil des décennies qui répondent à des besoins toujours plus variés, en s'adaptant à un panel de touristes qui ne cesse de s'élargir. Ainsi, l'offre éditoriale se diversifie elle aussi en proposant des ouvrages de plus en plus ciblés. 3 grands éditeurs se partagent le marché des guides. Hachette Tourisme qui revendique 42% du marché, Michelin et Gallimard, représentant à eux seuls 80% du secteur. En 1998, Hachette a vendu en France 3 175 000 exemplaires, toutes collections confondues, et Michelin 3 millions de guides verts, dont 2 sur 3 en France. À cet essor touristique répond par conséquent un fort enjeu commercial. Grâce à une large gamme de choix, les utilisateurs des guides sont incités à acheter en moyenne 2,5 ouvrages par voyage et 68% des 40 millions de Français partant en vacances au moins une fois par an se procurent ces guides.
À tel point qu'aujourd'hui, l'édition touristique est devenue un secteur prépondérant qui a compté près de 4000 ouvrages publiés en 2009. En France, il se vend 10 millions d'exemplaires chaque année, soit un marché de 127 millions d'euros, 10% des ventes totales du rayon librairie. Presque 80% des ventes sont assurées par 5 grandes maisons d'édition. Hachette, le guide du routard représenterait un quart de ces ventes, Michelin, Gallimard, Le Petit Futé. À titre d'illustration, les éditeurs estiment que 79% des Français de plus de 15 ans ont lu au moins un guide touristique au cours de l'année 2010. Dans cette logique commerciale, rien n'est laissé au hasard. L'une des clés de la réussite est non seulement de coller au plus près aux évolutions du tourisme, mais également aux attentes du ou de son public, du lecteur modèle. La communication touristique a dû faire face à de nouveaux enjeux, et s'est adaptée à ce secteur en pleine expansion et en évolution constante. Les maisons d'édition ont fini par adopter une stratégie globale de communication, à l'instar de celle menée par les marques de la grande consommation. Sur un marché touristique de plus en plus concurrentiel, la mise en œuvre d'une stratégie marketing permet aux destinations de donner du sens à leur offre et de se démarquer durablement. Pour inscrire cette stratégie de marque proche du discours publicitaire dans leur propre discours, les guides touristiques doivent mettre en place un dispositif énonciatif avant tout efficace. 1.3.2. Répondre aux enjeux de son époque. La logique commerciale contraint le discours du guide touristique à sans cesse se renouveler et à évoluer plus rapidement que le réel qu'il décrit, sinon il n'est plus économiquement viable. Comme les valeurs de son époque marquent la représentation qu'il donne de ses référents, il doit sans arrêt se réajuster aux perceptions de son temps, mettre en avant certaines caractéristiques au détriment d'autres. À partir de l'étude sur l'image de la Provence de Chamboredon et de Méjean, 1985 sur 61-86, Martine Avanza et Gilles Laferté 2005 sur 142-143, évoquent une valorisation de la côte, une exotisation de la végétation devenue luxuriante, un ensauvagement ethnique des résidents des territoires touristiques. Ce travail progressif des guides conduit à la délimitation d'un espace à parcourir incluant les monuments phares et les paysages typiques, avec une valorisation de la côte, une exotisation de la végétation devenue luxuriante. Le paysage typique provençal ainsi produit, fait disparaître toute image industrielle au profit d'activités comme la pêche et la cueillette. Cette conformité à l'exigence touristique passe également par l'ensauvagement ethnique des résidents des territoires touristiques en marge de l'espace urbain et productif. Ces populations décrites comme pauvres au XVIIIe et XIXe siècle sont désormais célébrées comme originales, indigènes, riches d'un folklore typique. Ainsi, dans sa nécessité de s'adapter aux valeurs de son époque, du tourisme de masse, de son corollaire de pratiques touristiques hédonistes et de ses besoins sans cesse renouvelés, le guide touristique s'adapte en apportant un éclairage nécessairement stéréotypé et normé sur ce qu'il énonce. Cet éclairage passe par des catégorisations plus ou moins artificielles, autant que par une exotisation parfois un peu artificielle du référent. Mais c'est également d'un point de vue pragmatique qu'il doit se plier à cette exotisation de l'ailleurs, pour justifier son existence même autant que le propre voyage du lecteur. Car si l'ailleurs ressemble trop à ici, nul besoin de s'y rendre et par conséquent, c'est l'utilité même du guide qui peut être remise en question. Dans notre corpus, cette problématique sera soulevée par les guides en situation intraculturelle, comme la Bretagne, puisque la gageure consiste à transformer une région française en véritable objet de voyage pour un Français. Il faut la rendre halogène. En fin de compte, le discours touristique entre intrinsèquement dans une double logique de description. Une logique différenciatrice envers le référent mais intégratrice pour le lecteur. 1.3.3. Le guide comme ailleurs image. Cette double démarche se retrouve dans la désignation même du genre du guide touristique qui combine deux sphères, le guide et le touristique. Intéressons-nous d'abord à la notion même de voyage, clé de voûte de tout guide. Voyager suppose la découverte d'un ailleurs, différent, réel ou fictif, ainsi que note Romuald Fonquois dans son ouvrage Les discours de voyage. Si le voyage a traditionnellement été perçu comme un itinéraire qui conduit l'Européen vers l'ailleurs, lui permettant d'élargir l'horizon de ses connaissances et de son savoir, et de les modifier au besoin, il est aussi celui par lequel le voyageur à l'envers construit un ailleurs, lointain et mythique,
Fonquois 1961-1999 sur 10. À cet égard, Jean-Marc Maurat, en évoquant les récits de voyage, tente une définition de l'ailleurs qu'il scinde entre expérience et apparence. L'ailleurs peut en effet désigner deux choses. Un domaine d'expérience, effectif ou imaginaire, déjà habité par d'autres et dans lequel un personnage peut pénétrer. Un phénomène d'horizon, une apparence transcendantale selon laquelle la conscience qui s'éprouve limitée est vouée à projeter dans l'espace la récupération de cette absence de limite qu'elle sent en elle. Maurat 1992 sur 1. À partir de cette définition, il amorce une imagologie dans laquelle se construisent des images de cet ailleurs, de cet étranger qui renvoie à la vérité de la société. Les images de l'étranger comptent parmi les représentations les plus anciennes de l'humanité, aussi vieilles probablement que la constitution de sociétés humaines. Marquant la frontière de la société, l'étranger renvoie à la vérité de celle-ci, à ce qu'elle exclut et donc à ce qu'elle tient pour fondamentalement sien. Aussi l'imagologie sera-t-elle de prime abord suspecte à l'historien de la littérature. Appartenant à l'imaginaire d'une culture ou d'une société, les images de l'étranger excèdent de toutes parts le champ proprement littéraire et sont d'emblée un objet d'étude pour l'anthropologie ou l'histoire. Maurat 1992 sur 35-36. Ainsi, la notion de l'ailleurs aboutit à l'autre, est l'image utopique de l'étranger qu'il subdivise en alius et en alter, image idéologique et image utopique de l'étranger. Ces deux images entrent dans une dialectique ambivalente du rapport à la culture et aux valeurs du groupe. Maurat 1992 sur 53-54. Cette grille de lecture repose sur une conception de l'altérité à la fois reconnue et étrangère et s'appuie sur une triple définition de l'image. D'abord, l'image en soi, puis, l'image dans sa relation à l'imaginaire social, marqué historiquement, et enfin, l'image dans sa dimension herméneutique, passerelle entre idéal et réalité. 1. L'image est entendue comme un ensemble d'idées sur l'étranger prises dans un processus de littérarisation mais aussi de socialisation. L'exemple limite en est le stéréotype, expression emblématique d'une culture, qui au sein même du texte littéraire, renvoie à des significations idéologiques massives. 2. Cette image est partie d'un ensemble vaste et complexe, l'imaginaire. Plus précisément, l'imaginaire social. Celui-ci est l'expression, à l'échelle d'une société, d'une collectivité, d'un ensemble social et culturel, de la bipolarité identité-altérité. Il a évidemment partie liée avec l'histoire au sens événementiel, politique, social. 3. La méthode d'analyse de l'image se fonde sur la relation entre image et imaginaire social. Elle ne saurait être contraignante dans la mesure où chaque problématique s'articule différemment sur les cadres historiques. Maurat 1992 sur 40-41. L'imagologie se meut donc au sein d'une triple problématique. 1. Elle est l'image allogène de l'étranger. 2. Elle est l'image ancrée dans un univers socioculturel de référence dont elle est issue et qu'elle alimente en retour. 3. Elle est image créée par la sensibilité particulière d'un auteur. Maurat 1992 sur 42. C'est en ce sens que, à l'intérieur de cette imagologie, le guide touristique adopte une démarche similaire de réception et de production que le texte littéraire du récit de voyage. En effet, il est un médium entre la réalité et les représentations du locuteur, qu'elles soient personnelles ou bien collectives, si bien que l'imaginaire social infère toujours sur le discours même du guide. L'appréhension de la réalité étrangère par un écrivain ou un lecteur n'est pas directe, mais médiatisée par les représentations imaginaires du groupe ou de la société auquel il appartient. D'où la nécessité de travailler sur l'imaginaire social environnant l'image littéraire de l'étranger. À partir de son étude seulement, l'on pourra vérifier si l'auteur a reproduit consciemment ou non telle représentation globale ou s'il s'est radicalement éloigné de tout schéma imaginaire collectif pour faire acte de création et partant de critique du réel. Maurat 1992 sur 45. Le discours des guides touristiques devient donc le reflet d'une image sociale. En tant que production discursive, le référent y est évoqué à travers le prisme de représentation collective, sociale, culturelle, historique, aussi bien que plus individuelle, liée à l'effet d'éthos recherché et de la ligne éditoriale ou au lectorat visé. Mais ce discours acquiert en même temps une dimension créatrice. En tant que représentation médiatisée,
cette image double issue d'un imaginaire collectif, plus diffus, devient nouvelle image recréée dont la force novatrice, sa littérarité, résidera dans l'écart qui la sépare de l'ensemble des représentations collectives, donc conventionnelles, forgées par la société où elle naît. Moura 1992/47. À cet égard, nous verrons le cas particulier de la spatialité dans le chapitre 5. Le discours des guides touristiques est par conséquent une production en constante évolution, au gré de l'esprit des différentes époques successives. Il est ainsi fortement situé dans son époque et codifié selon le moment de son énonciation et de sa réception, dans lequel il s'ancre véritablement pour décrire ou construire un ailleurs image. Le contrat pragmatique sur lequel il repose façonne cette ailleurs image pour répondre aux enjeux de son époque, c'est-à-dire aux attentes, entendues aujourd'hui comme besoins en termes de communication de masse, de son public destinataire. En effet, puisque le rapport au temps et au travail a changé au fil des siècles, les représentations ont dû parallèlement évoluer, en même temps que les pratiques que le guide est chargé de décrire. Ces représentations font l'objet d'une mise en discours particulière selon l'énonciateur, et s'insèrent dans le contexte plus global du genre. Chapitre 2. Une mise en discours de soi. Il s'agit à présent d'étudier les modalités de cette mise en discours dans les guides touristiques, d'abord en considérant comment la scène de parole est instituée, puis quel ethos distinctif s'élabore au fil du discours, et enfin comment des éléments comme la macrostructure et la couverture participent à la texture énonciative de l'ensemble. 2.1. Institution d'une scène de parole. Le texte comme trace d'un discours où la parole est mise en scène, Minguenot 1998/68-70, est constamment habité par la présence du sujet discourant en même temps qu'il procède à une triple interpellation du lecteur dans et par la scène d'énonciation. Le mot « scène » n'est pas anodin. Il véhicule avec lui tout un univers socioculturel. Terme métaphorique issu du théâtre, la scène est à la fois représentation et espace construit. De cette représentation, elle suppose des acteurs, appelés ici actants, qui endossent des rôles pour transmettre un message ou une émotion au public. C'est un espace institué mu par certaines normes, des conventions. Or, l'énonciation advient justement dans un espace institué, défini par discours, mais aussi sur la dimension constructive de ce discours qui instaure son propre espace d'énonciation. La scène d'énonciation constitue donc la représentation qu'un discours fait de sa propre situation d'énonciation, et se décompose en 3 scènes en perpétuelle interaction. 1. La scène englobante. 2. La scène générique. 3. La scénographie. Ces 3 scènes interagissent continuellement dans le discours et concourent à mettre en place un dispositif énonciatif qui s'inscrit dans une recherche d'efficacité dictée par des enjeux extra-discursifs. 1. La scène englobante est la scène qui assigne un statut pragmatique au type de discours dont relève un texte. Elle indique à quel titre est interpellé le lecteur. En fonction de quelle finalité est organisé le texte, elle situe le cadre spatio-temporel. 2. La scène générique est définie par les genres de discours particuliers. Chaque genre de discours implique en effet une scène spécifique, des rôles pour ses partenaires, des circonstances, en particulier un mode d'inscription dans l'espace et dans le temps, un support matériel, un mode de circulation, une finalité, etc. Dans notre corpus, elle correspond au genre des guides de voyage en situation extraculturelle, le Cambodge, et intraculturelle, la Bretagne, dans les années 2000 à 2005. 3. La scénographie est instituée par le discours même. Le discours, en se déployant à partir de sa scénographie, prétend convaincre en instituant la scène d'énonciation qui le légitime. Le discours impose sa scénographie en quelque sorte d'entrée de jeu, mais d'un autre côté c'est à travers son énonciation même qu'il pourra légitimer cette scénographie qu'il impose ainsi. Pour cela, il lui faut faire accepter par ses lecteurs la place qu'il prétend leur assigner dans cette scénographie, et plus largement dans l'univers de sens dont elle participe. Contrairement à la scène générique, elle n'est pas imposée par le genre, mais construite par le texte lui-même. C'est la scène de parole que le discours présuppose pour pouvoir être énoncé et qu'en retour il doit valider à travers son énonciation même, ce que l'énonciation instaure progressivement comme son propre dispositif de parole.
Tout discours par son déploiement même prétend convaincre en instituant la scène d'énonciation qui le légitime. D'un autre côté, c'est à travers cette énonciation même qu'elle peut légitimer la scénographie qu'elle impose. Magno 1999/80. Le choix d'une ou plusieurs scénographies au sein du même discours va permettre à l'énonciateur de faire entrer son lecteur dans la position et le rôle qu'il lui a attribué au préalable, et que la scénographie mise ainsi en œuvre active au fil de la lecture. Cette scène de parole alors instituée légitime un énoncé qui, en retour, doit la légitimer, doit établir que cette scène dont vient la parole est précisément la scène requise pour énoncer dans telle circonstance. Ce sont les contenus déployés par le discours qui permettent de spécifier et de valider l'éthos et sa scénographie, à travers lesquels ces contenus surgissent. Magno 1999/114. Passerelle entre le générique et le discursif, entre le texte et le contexte. La scénographie est donc l'outil privilégié par le locuteur pour marquer sa spécificité et sa différence, se démarquer des autres textes. Du général au particulier. Elle s'avère le point ralliement des différents théâtres de légitimation qui ont une influence sur la modalité de prise en charge énonciative et les matrices identitaires. À rapprocher de la notion d'éthos que nous aborderons plus loin, le type de voyageur. Aventurier, esthète, scientifique, ethnologue, journaliste, qui se dégage au fil du discours. Cependant, la stratégie scénographique est également par là même la croisée des chemins où se séparent le guide du routard et le guide Gallimard. Étudions à présent le rapport entre le dispositif énonciatif et leur position octoriale. 2.1.1. Dispositif énonciatif et position octoriale. Défini par Benveniste comme cette mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation, Benveniste 1974, l'énonciation est le pivot de la relation entre la langue et le monde, Magno 2004. Enracinée dans un moment et un lieu particulier, elle est l'acte de production linguistique d'un énoncé supposant un locuteur et son destinataire. Toute énonciation constitue un certain type d'action sur le monde dont la réussite implique un comportement adéquat des destinataires, qui doivent pouvoir identifier le genre dont elle relève, Magno 1993/65. Tout discours est donc tributaire de ce dispositif de communication à la fois textuel et socio-historique que représente le genre, et des contraintes qu'il impose. Le locuteur se confronte alors à ce double cadre énonciatif et générique, tant d'un point de vue contextuel que situationnel puisqu'il doit sans arrêt jouer avec cette triple interaction. Genre-discours, auteur-producteur-lecteur et locuteur-destinataire. Dans les deux guides de voyage sur le Cambodge, datés à peu près de la même époque 2000 et 2004, un énonciateur français s'adresse à un lecteur type également français, donc proche culturellement, qui se trouve ou planifie de se trouver dans un pays parfois lointain par définition culturellement éloigné. Avant même tout discours, cette situation d'extraculturalité crée un lien de connivence entre le locuteur et la locutaire. Pour les guides sur la Bretagne, en situation intraculturelle, cette extraculturalité est cependant simulée afin de justifier l'existence même du discours. On ne visite guère ce que l'on connaît déjà, et de faire adhérer le lecteur qui doit avoir l'illusion du nouveau par un effet d'exotisation. Cette relation de connivence est facilitée par l'homogénéité affichée de la position octoriale dans les deux guides, puisque le locuteur se donne comme unique alors que dans les faits de nombreux auteurs et producteurs ont participé au processus d'écriture. Ainsi, dans le guide du routard sur le Cambodge, la première personne fait fusionner la pluralité de ses acteurs tout au long du texte page 2, nos tuyaux pour voyager, ou même des quatrièmes de couverture, des plans avec toutes nos adresses positionnées, ou encore le pronom personnel on, qui, sans ambiguïté ici, page 2, a valeur de nous. 1000 excuses, on ne peut plus répondre individuellement aux centaines de CV reçus chaque année. Le guide Gallimard, quant à lui, n'utilise la première personne que dans première page intérieure, dans une mise en garde qui concerne la matérialité de la situation même de production, de l'ordre plutôt de l'extra-discursif. Aucun guide de voyage n'est parfait. Des erreurs, des coquilles se sont certainement glissées dans celui-ci malgré toutes nos vérifications. Les informations pratiques, adresses, numéros de téléphone, heures d'ouverture peuvent avoir été modifiées. Nous serions très reconnaissants à nos lecteurs de nous faire part de leurs commentaires, de nous suggérer des corrections.
Le guide Gallimard parle de lui à la non-personne dans la 4e de couverture. Ce guide. Cette autodésignation autonymique, à la fois déictique, le guide que l'on tient en main au moment présent, et cataphorique, annonce le contenu de l'ouvrage, dans le groupe nominal sujet. En effet, dès la 4e de couverture, il explique. Ce guide répond à 2 objectifs, informer et illustrer. Plus de 15 auteurs, photographes, universitaires, journalistes ou grands voyageurs ont collaboré à ce volume pour vous offrir le guide le plus complet. Un récit vivant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.